ZAN pour zéro artificialisation nette. Voilà le thème de notre débat avec Guilain Cambier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes sénateur, Union centriste, auteur de la proposition de loi Trace. Jean Burcar, bonjour. Bonjour. Responsable plaidoyer France chez WWF. Trace pour trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. Proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat en première lecture, c'était en mars dernier, le 18 mars. Pourquoi vous avez porté cette réforme ? Tout est dans le titre, en fait. Pour poser une trajectoire, parce qu'on garde l'objectif, en effet, de modération et de la consommation foncière, mais on le fait dans un dialogue le plus large possible, et avec les élus, avec les acteurs de terrain, et non pas imposé du centre vers les périphéries, mais porté avec ceux qui ont les projets, qui savent s'adapter, qui savent différencier selon les endroits. On va rappeler quel était l'objectif, c'est-à-dire d'arriver au zéro artificialisation nette en 2050, et puis il y avait un rendez-vous intermédiaire en 2030-31 qui était de réduire de 50% par rapport à la décennie précédente. C'est trop vite ça, 2030 ? C'est trop rapide, ça ne fonctionne pas tout simplement et ça a bloqué les territoires, ce qui fait que l'objectif final, que tout le monde partage, qui est louable, on n'arrive pas à le transcrire parce que tout simplement il est fait à la hache. Il est fait avec un tableur Excel et il n'est pas fait en fonction des différenciations. On ne vit pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes projets, qu'on soit dans les Hauts-de-France ou qu'on soit sur le littoral, qu'on soit dans le Massif central ou dans l'Est. Jean Burcar, vous faites avec WWF partie des associations qui ont alerté sur les risques inhérents à cette proposition de loi Trace. Pourquoi ça vous inquiète ? Il y a beaucoup de choses qui sont très vraies dans ce que dit le sénateur Cambier, notamment sur le fait que le ZAN a été, en quelque sorte, est tombé du ciel et s'est vu imposer aux élus locaux sans concertation. Après, nous, ce qu'on regrette évidemment dans la proposition de loi Trace, c'est le fait qu'on décale les objectifs. Donc, ça veut dire qu'on va donner plus de souffle à l'artificialisation, alors qu'on sait que la France est un des pays qui artificialise le plus, particulièrement depuis 40 ans, et que l'artificialisation pose des problèmes extrêmement graves pour la biodiversité, pour le climat. On l'a vu pendant les inondations, il y a ce phénomène de ruissellement qui est encouragé par l'artificialisation, donc on a besoin de le freiner. Mais est-ce que 2031, moins 50%, c'était trop rapide, ou est-ce qu'on pourrait tenir cet objectif avec une plus grande concertation ? On peut toujours le tenir. Alors, il y a un besoin de concertation, c'est évident, et il y a un deuxième point sur lequel on est parfaitement aligné avec le sénateur Cambier, c'est que tant qu'il n'y a pas de moyens financiers qui sont donnés aux élus locaux pour lutter contre l'artificialisation, tant qu'il est plus intéressant d'artificialiser que de densifier, on n'y arrivera pas. Et on peut fixer un objectif à 2031, à 2034, à 2050. On ne tiendra aucun objectif si derrière, il n'y a pas des moyens financiers qui sont mis au service de la lutte contre l'artificialisation. Et là-dessus, ça c'est un point extrêmement important sur lequel on espère travailler avec le Sénat, avec l'Assemblée, avec le gouvernement pour la prochaine loi de finances. C'est quand est-ce qu'on va mettre des moyens pour que les élus locaux puissent lutter contre l'artificialisation. Alors ça pense la question de la fiscalité, évidemment. On va ouvrir un chapitre fiscalité, mais sur la concertation, je veux bien vous entendre là-dessus. Cette loi, quand elle est votée, il n'y a pas un système de concertation prévu avec les élus ? Non, il n'y a pas de système de concertation prévu. Les conférences régionales qui ont été mises en place sont limitées et ne concernent que quelques élus, ce qui fait que beaucoup de collectivités se sont senties exclues et ont vu arriver sur leur territoire une norme comptable qui s'imposait à eux en dépit de ce pourquoi ils s'étaient engagés vis-à-vis de leurs habitants. Grosso modo, c'était un peu les technos d'un côté et les pecnos de l'autre. Et donc on avait une espèce d'opposition comme ça un peu frontale et dogmatique qui fait que ça a coincé l'objectif final qu'on peut partager bien volontiers. Mais si on prend les chiffres, la source c'est l'Observatoire de l'artificialisation des sols qui est piloté par le ministère de la Transition écologique qui nous dit que, alors on a des chiffres, les derniers c'est 2022, 20 276 hectares artificialisés en 2022 contre 19 480 en 2019. Donc on est déjà sur une tendance où on artificialise plus que dans les années précédentes. Donc là, c'est un peu le signal que vous envoyez. Continuons d'artificialiser quand même. Non, en fait, avec cette proposition de loi. Ce qu'on veut appeler, c'est justement l'établissement d'une espèce de contrat entre le territoire et l'État. Les élus changent. Dans le département du Nord, par exemple, ils ont diminué leur consommation foncière par 2 dans les 10 dernières années. Sur les chiffres même, les chiffres de l'État, les chiffres des territoires sont très différents. Vont parfois du simple au double. Et la première mesure qu'on demande, c'est d'ailleurs qu'on se mette
mettre d'accord sur une façon de oui, compter. Si on n'est pas d'accord sur les chiffres de départ, ça va poser un problème. En effet. Oui. Mais c'est vrai que on n'avait pas la même matrice, on n'avait pas la même façon de compter, je disais il y a quelques instants, et on n'avait pas non plus la même manière d'installer les projets. Ok, mais est-ce que vous ne refilez pas la patate chaude à la génération d'après en disant il n'y a plus d'objectifs intermédiaires? Mais les élus ne sont pas des gens irresponsables. Ils sont capables de poser une trajectoire avec leurs habitants, avec l'ensemble des forces vives. C'est dans 25 ans, 2050. Donc ils sont capables en effet de dire, parce qu'un document d'urbanisme, vous savez ce qu'on appelle les PLU, SCOT, etc., ça prend du temps, ça prend souvent une dizaine, entre 5 et 10 ans pour les établir. Justement, ils peuvent poser un vrai projet de territoire partagé et penser, imaginer un urbanisme différent. Est-ce que c'est la fiscalité qui, aujourd'hui, facilite l'artificialisation d'une certaine façon? Il y a un chiffre très simple qui est d'ailleurs montré par le rapport du Sénat sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez construire une maison de plein pied, ça vous coûte 1 000 € environ au mètre carré. En revanche, si vous voulez construire un niveau supérieur, ça sera 3 000 €. Donc, de façon très simple, évidemment, ça coûte plus cher aujourd'hui de densifier que d'artificialiser. Donc, tant qu'il y aura ce signal prix qui est donné en faveur de l'artificialisation, comme je le disais, on n'arrivera pas à tenir nos objectifs, quelle que soit la bonne volonté des élus locaux, quels que soient les objectifs que fixe la loi. Donc c'est pour ça que nous, on appelle d'une part à augmenter la fiscalité pour la rendre, disons, plus cohérente avec l'objectif d'artificialisation. Un exemple simple, aujourd'hui, vous payez la taxe d'aménagement quand vous artificialisez, il y a un abattement de 50% sur les 100 premiers mètres carrés. Pourquoi un abattement de 50% sur les 100 premiers mètres carrés? Est-ce que ce n'est pas une incitation à construire au moins 100 mètres carrés? Donc, est-ce qu'on ne peut pas baisser cet abattement? Aujourd'hui, quand vous construisez une piscine de moins de 10 mètres carrés, vous ne payez pas de taxe d'aménagement. Si vous construisez une terrasse, vous ne payez pas de taxe d'aménagement. Tout ça, ce sont des signaux hérités d'une fiscalité qui a été conçue à une époque où l'artificialisation n'était pas un enjeu. Maintenant que cet enjeu est bien compris, et je pense que c'est quand même un mérite de la loi ZAN, c'est d'avoir réveillé un petit peu les consciences sur le sujet. Maintenant, on a besoin de mettre à jour notre fiscalité en fonction de ces nouveaux objectifs. Évidemment, on n'appelle pas au grand soir fiscal parce que ça prendrait pas mal de temps et ça ferait quelques crispations. En revanche, on peut dès à présent jouer sur plusieurs leviers fiscaux qui permettraient, d'après nos estimations, de lever 2 à 5 milliards d'euros pour les finances publiques, 2 à 5 milliards d'euros qui pourraient être mis au service de la naturalisation, de la densification. Est-ce que c'est la solution, la fiscalité? Alors c'est vrai qu'on a été drogué à cette fiscalité qui incitait à l'artificialisation large, parce que il fallait faire un lotissement pour avoir son école, il fallait faire un lotissement pour avoir des dotations supérieures de la part de l'État. Donc l'ensemble des élus locaux, depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, quasiment, a fonctionné de cette manière-là. Donc c'est vrai qu'il faut changer le modèle. Pour autant, c'est pas la fiscalité seule qui va régler la totalité des situations selon les territoires. On ne réagit pas. On a parfois besoin de densifier lorsqu'on se rapproche, par exemple, des grandes villes, mais il est hors de question qu'on densifie lorsqu'on est à la campagne. On ne va pas faire des immeubles à la campagne non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse un parcours résidentiel en prenant en considération les différentes situations. C'est-à-dire qu'auparavant, dans les années 70, 80, on a tous voulu notre pavillon avec 1000, 1500, 2000 mètres carrés de terrain. Maintenant, c'est terminé. Les gens, de toute façon, ne doivent plus s'embêter à entretenir ce terrain-là. Ils veulent un petit coin de gazon pour poser le barbecue et faire pipi aux chiens, de manière classique. Et donc, on peut en effet monter en densification. Mais pour autant, on ne peut pas faire le même modèle partout en France et selon l'âge de la vie. Lorsqu'on démarre dans sa vie professionnelle, qu'on a 2, 3 enfants, par exemple, il faut une maison plus large et un peu plus d'espace, mais après, passer à autre chose. Mais est-ce que c'est la maison individuelle qui est en jeu, ou est-ce que c'est l'industrialisation ou la réindustrialisation enfin voilà, si on essaye de faire la part dans l'artificialisation. Il n'y a pas de procès à faire contre la maison individuelle ou contre les choix d'urbanisme ou les choix de société qui sont faits depuis des dizaines d'années. Oui, parce que c'est un peu le rêve français, hein, la maison individuelle. Bien sûr. Et on sait que finalement, si la densité par habitant a baissé, c'est aussi parce qu'on a une explosion du nombre de ménages
parce que aujourd'hui, le modèle n'est plus à un couple avec enfants et qui reste toute la vie ensemble. Donc l'idée, c'est pas de faire le procès d'un modèle ou d'un autre, c'est de dire nous avons besoin de changer de modèle, de réfléchir à comment est-ce qu'on se projette dans une société où on va avoir un réchauffement climatique qui poussera jusqu'à 4-6 degrés en France et une biodiversité qui s'est complètement effondrée. Les chiffres du WWF, c'est moins 73% d'espèces sauvages qui ont disparu depuis 50 ans. Et on sait que ce n'est pas viable, que ce n'est pas soutenable. Donc nous avons besoin de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on réinvente notre modèle de société. Et alors, effectivement, je pense que le modèle de la maison individuelle pour tous, ça ne va pas être tenable. Maintenant, comment est-ce qu'on fait Il y a une pour ministre, si je me souviens bien, qui avait dit ça, elle s'était pris un sacré retour de bâton. En plus qu'elle avait une belle maison individuelle. mais ce que disait le sénateur était très juste, c'est que en fonction des périodes de la vie, on n'a pas les mêmes besoins. Et avoir une maison individuelle, c'est pas une maison individuelle pour toute la vie. Il y a des moments dans lesquels on va être, pourquoi pas en colocation quand vous êtes étudiant, en maison individuelle quand vous êtes un jeune ménage, puis en immeuble, etc. etc. Est-ce que c'est l'essor économique de certaines villes qui est en jeu ? On est à l'aube où on a même commencé un certain nombre de transitions. On a besoin parfois d'espace pour faire notre décarbonation, par exemple. Je pense aux centrales nucléaires, c'est, on va dire, l'objet ou le symbole le plus limpide. On a des endroits où il y a des friches, où on aimerait bien récupérer ces friches, mais qui ne sont pas bien situées au niveau national, tout simplement parce qu'elles sont l'héritage d'une histoire économique différente. Elles sont parfois dans l'Est, etc., en grande partie, alors que maintenant le développement est littoralisé. Ça veut dire qu'il faut qu'on pense, en effet, un développement différent, plus harmonieux. Et quand je dis harmonieux, c'est-à-dire non seulement harmonieux en termes de fiscalité, de respect des enjeux environnementaux, mais en même temps harmonieux avec l'ensemble du territoire, parce qu'on doit faire de l'aménagement. Mais est-ce que la loi, pardon de vous interrompre, Zan, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle empêche vraiment l'essor économique de certaines villes ? Oui. Ah oui, je suis très clair, très court. Oui, c'est-à-dire que vous avez certains endroits... Alors, parfois, les élus arrivent à trouver, parce qu'ils ont la ressource foncière, à d'autres endroits. Et c'est souvent plus dans la ruralité, parce qu'ils n'ont pas les friches, parce qu'ils n'ont pas l'espace consommé, etc., où ils ont du mal à pouvoir tout simplement se projeter, parce que la loi telle qu'elle existe interdit la consommation finale de foncier. Un mot là-dessus pour conclure. Je ne suis pas d'accord du tout, puisque la loi ZAN aujourd'hui n'est pas appliquée. Le gouvernement a lui-même pris une circulaire qui est complètement illégale pour dire aux préfets qu'ils avaient le droit de déroger à la loi qui a été votée par le Parlement, ce qui pose de graves questions en termes de légistique, mais peu importe. Donc la loi ZAN aujourd'hui n'est pas appliquée. En revanche, elle a été, c'est vrai, comme on le disait, un réveil pour tout le monde, et je pense qu'il faut capitaliser quand même sur ce réveil, parce que l'artificialisation est un problème et on a besoin de l'attaquer. Bon, on a entendu vos arguments à l'un et à l'autre. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.